que ce soir, le comité exécutif du MNLA, à travers son secrétaire général, M. Bilal Agha-Chérif, a proclamé solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad. À nos questions, d'abord, pourquoi estimez-vous que le nord du Mali, finalement, vous revient aux Azawad? Le mouvement national de libération de l'Azawad a pris en son sein tout ce qui s'est passé comme oppression, comme injustice à l'égard du peuple de l'Azawad avec toutes ses composantes. Ce n'est pas une rébellion touareg, c'est une révolution populaire dans laquelle se retrouvent toutes les communautés qui composent l'Azawad. L'Occident est en train de créer un pays au nord du Mali pour pouvoir contrôler cette zone hautement stratégique, en plus du fait que récemment, dans cette même zone, il y a eu des révélations sur des soupçons de découverte d'une très grande quantité de pétrole dans le sous-sol. L'endroit où ils veulent créer un nouveau pays, là, oui, dans le sous-sol de la région, on vient récemment de découvrir qu'il y a un énorme gisement. On compte en milliards de barils. C'est-à-dire le genre de gisement qui ferait directement du Mali le plus grand producteur de pétrole. Et ils ont appelé ce pays l'Azawad. En fait, c'est en traînant sur les réseaux sociaux que je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes coopté par l'Occident certainement, désignait le nord du Mali par l'appellation Azawad. Bon, sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. Je me disais que c'était le nom d'une localité. Jusqu'à ce que une personne m'explique, toujours dans les commentaires, que non. Que historiquement, l'Azawad est différent du Mali. Ils ont donné à ce territoire une histoire, un drapeau et même une population. Wonderful. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Au Mali, ces rebelles MLNA qui proclament la sécession du nord du pays. Pourquoi estimez-vous que le nord du Mali, finalement, vous revient aux Azawad? Le mouvement national de libération de l'Azawad a pris en son sein tout ce qui s'est passé comme oppression, comme injustice à l'égard du peuple de l'Azawad avec toutes ses composantes. Ce n'est pas une rébellion touareg, c'est une révolution populaire dans laquelle se retrouvent toutes les communautés qui composent l'Azawad. Et nous avons tout essayé, souvent en ayant pris les armes, mais beaucoup plus de manière pacifique. Nous sommes arrivés à une impasse et nous avons décidé d'engager des vies humaines pour combattre l'armée malienne d'occupation du territoire. Sur ce territoire-là, nous avons décidé de nous battre pour instaurer un État. Dans cet État, les populations pourront vivre dignement et librement sur le territoire de leurs ancêtres. Vous avez profité quand même de la confusion qu'il y avait à Bamako? Absolument pas, puisque dans tous les cas, nous avons pris notre décision depuis le mois de janvier. Et ce qui s'est passé, c'est que les militaires vaincus sur le terrain des batailles se sont retournés contre le président de la République. Nous, dans tous les cas, on allait y arriver. Donc, nous avons maintenant un territoire que nous proclamons libre de son occupant malien. Et sur ce territoire, nous souhaitons mettre en place un État indépendant, démocratique. Et c'est le peuple de l'Azawad qui va décider du destin de ce peuple avec toute sa diversité. Et ils ont poussé le délit bien loin. C'est-à-dire que si vous allez sur Wikipédia, on parle d'abord d'un des sites internet avec le plus grand condensé de mensonges sur l'Afrique. Oui, et donc il y a un long article, long comme mon bras comme ça, qui parle de l'Azawad, qui essaie de convaincre les gens que l'Azawad existe. Et en gros, ils disent que l'Azawad est une région désertique située au nord du Mali, englobant donc des zones sahéliennes et sahariennes. Et ils expliquent dans les grandes lignes que c'est les Touaregs qui revendiquent l'indépendance et qu'ils ont déclaré leur indépendance en 2012. C'est un grand moment aujourd'hui pour le peuple de l'Azawad, en hommage aux combattants qui sont tombés sur le champ de l'honneur, en hommage à l'ensemble des populations de l'Azawad durant toutes ces années de marche à la quête de la liberté et de l'indépendance, que ce soir, le comité exécutif du MNLA, à travers son secrétaire général, M. Bilal Agha-Chérif, a proclamé solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad. Ce territoire est souvent désigné sous le nom donc de nord du Mali par anglicisme. Or, le vrai terme, c'est Azawad, qui signifie zone de pâturage.
Et bien évidemment, le gouvernement malien considère l'usage de ce mot comme un acte de rébellion frontale contre les autorités établies. Ils sont encore en train de vouloir subdiviser le Mali, subdiviser une région, subdiviser un empire. Un empire qu'ils ont déjà bien concassé durant les derniers siècles. En fait, je ne sais pas si vous avez compris la gravité de ce que je viens de dire. Nous avons des Occidentaux qui ont envahi, des envahisseurs en fait, qui arrivent en Afrique et choisissent d'abord de base de découper nos frontières comme bon leur semble. Ensuite, ils viennent encore dire que dans les découpes là, dans la découpe plus grande, ils vont faire encore des plus petites découpes. Car ce n'est que justice pour les Touaregs. Oui, ils ont osé dire ça, que c'est justice pour les Touaregs. La justice qui les arrange, la justice qui va faire en sorte qu'ils exploitent le pétrole et qu'ils contrôlent la zone d'observation la plus haute de la planète. Et dans ce manque de respect, dans ce crachat au visage, il y a des chefs de groupe belliqueux maliens qui valident. Ils disent oui, on est avec eux, on est avec l'Occident. Actuellement, je suis en train de faire un très gros effort pour ne pas être vulgaire dans cette vidéo. Pour justifier l'historicité de ce pays fictif qu'ils ont inventé, ils rajoutent une goutte de vérité dans une rivière de mensonges. Par exemple, ils disent qu'à Issouk, dans la drague des Ifogas, se trouve un des plus vieux sites du monde. Un site de gravure rupestre datant donc de 8000 ans. Et cette ville qui a prospéré comme étant un grand carrefour commercial transaérien entre le 9e et le 12e siècle, a vu une vague de migration berbère qui ont façonné sa population. Des groupes comme les Lemta, les Ouara et les Keltadamakat y ont vécu, s'accoutumant donc dans les mœurs du Mali, voilà. Et puis vous allez aussi les voir au Niger et en Algérie. La région contient également de nombreuses inscriptions anti-Finag, ce qui est vrai. Factuellement, c'est le fait. Bon, j'insiste quand même sur le fait que les Ouara ne sont pas originaires d'Afrique. Ce sont des envahisseurs, ni plus ni moins. Donc après ça, après qu'ils vont dire ces vérités-là, ils vont remplir le reste de bullshit. Ils vont vous sortir que non, jusqu'au XVIIe siècle, la région était sous contrôle de divers groupes locaux. Les Bambara ont dominé le sud, tandis que les Touaregs conservaient le contrôle sur le nord du désert. La zone, notamment la boucle du Niger, passera ensuite sous l'influence des Peuls et des tout-couleurs, avant donc la conquête française à la fin du XIXe siècle. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent qu'après l'indépendance malienne, en 1960, l'Azawad devient un des terrains de tension entre l'armée malienne et les rebelles Touaregs. Je veux que dans tout ce processus, vous gardiez à l'esprit qui finance le terrorisme. C'est très important. Qui finance la déstabilisation et qui permet aux terroristes de survivre. La première rébellion éclate donc en 1963. Et ils ne vont pas s'arrêter dans leur tentative de trouble. Ils vont rajouter que de nouvelles insurrections suivront, menant donc à plusieurs accords de paix entre guillemets. Rappelez-vous de qui était à la tête du Mali et de qui contrôle aussi parallèlement les Azawadiens, là, entre parenthèses, des terroristes justes. Parce que, et j'insiste là-dessus, le territoire est un carrefour de trafic et d'activités terroristes. Activités belliqueuses financées par les mêmes pays qui veulent séparer le nord du Mali en créant donc un pays qu'ils ont appelé l'Azawad. Et en y mettant à la tête forcément un chef terroriste. Et ils vont maintenant terminer leur explication en disant qu'en 2012, une nouvelle rébellion proclame donc l'indépendance de l'Azawad, qui est non reconnue pour l'instant par la communauté internationale. Parce que vous savez, jusqu'à très récemment, ce n'était pas nécessaire. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Le retrait des forces françaises et de l'ONU. Les tensions donc, comme par hasard, se sont amplifiées. Coïncidence? Ou bien... Dites-vous que la population de ce qu'ils appellent l'Azawad là, c'est environ 1 300 000 personnes. 1 300 000 habitants, avec une prédominance Peul, Songhai, Touareg et Mor. 1 million à peine de personnes. C'est-à-dire une nouvelle manière de subdiviser les Africains. Déjà qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une différence entre les Sénégalais et les Maliens. Vous n'imaginez même pas les répercussions psychologiques de ce genre de division sur nous. Maintenant, pour que vous compreniez ce qui se passe, on va faire un peu d'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'Afrique a les frontières territoriales que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous prenez une carte de l'Afrique, pourquoi est-ce que c'est séparé comme c'est séparé là? Sachez que ce ne sont jamais les Africains qui ont décidé cela. L'Afrique a été découpée par des sauvages impérialistes lors de la conférence de Berlin. Ils l'ont fait dans un processus qu'ils vont appeler le partage de l'Afrique, littéralement comme un gâteau. Ce découpage répondait aux intérêts stratégiques, économiques et politiques des sauvages barbares, pas des nôtres. Et il y avait donc des principales raisons pour lesquelles ils ont tracé ces frontières en Afrique et quels étaient leurs intérêts par rapport à tout ça là. La première chose, c'était l'accès aux ressources naturelles. L'Afrique était et reste très riche en matière
de pierres précieuses et de tout ce qui est matière brute là. L'or, le diamant, l'ivoire, le caoutchouc, le cuivre, le pétrole, etc., etc. Les barbares voulaient donc accéder à ces ressources pour soutenir leur industrialisation à eux. Et ils voyaient donc pour cela en Afrique un réservoir inépuisable de ressources naturelles, ressources qu'ils pouvaient exploiter gratuitement. Pareil aussi, dans un autre truc, il y avait la main-d'œuvre esclavagisée. C'est-à-dire, le système de travail forcé a été mis en place pour maximiser la production des ressources et exporter ça vers l'Europe tout en ne dépensant absolument rien pour la main locale, pour payer les gens sur place. Après, il y avait le contrôle des routes commerciales. Certains territoires africains avaient, et ont toujours d'ailleurs, une importance stratégique pour le déplacement, on dit souvent quoi, pour la logistique globale, pour contrôler les routes maritimes par exemple ou terrestres. Si on doit prendre un cas de figure typique, c'est l'Égypte avec le canal de Suez. Les Britanniques ont ouvert ça en 1869 et les Britanniques ont fait en sorte de rapidement contrôler le territoire parce qu'ils avaient besoin de cet accès-là qui fasse en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de littéralement contourner tout un continent. Le passage du canal de Suez est crucial entre le commerce en Europe, en Afrique et en Asie. Ça empêche vraiment de contourner tout un continent. Vous imaginez qu'il faille tout contourner pour arriver de l'autre côté? C'est terrible. Les sauvages ne cherchaient pas que ça. Ils cherchaient également des marchés pour leurs produits manufacturés. L'industrialisation en Europe nécessitait non seulement des matières premières, mais aussi des débouchés. Les débouchés pour les produits qu'ils auront donc fabriqués. Les colonies en Afrique offraient donc des marchés captifs où les populations locales étaient contraintes d'acheter des produits européens. Après vous avoir fait travailler de force, vous avoir forcé à prendre vos ressources, à travailler littéralement pour extraire vos ressources et leur donner. Maintenant, on vient vous forcer à acheter des produits transformés, faits avec des ressources qu'ils ont volées chez vous. Ils ont pris le truc gratuitement chez vous, ils vous ont exploité pour prendre ça et ils transforment, ils viennent vous vendre ça. Certains territoires africains avaient une valeur militaire importante aussi, notamment donc pour assurer la défense ou l'espionnage de l'empire du mensonge à l'échelle mondiale littéralement. Bien évidemment, ils utilisaient aussi les territoires africains pour recruter des soldats. On en voit même encore beaucoup aujourd'hui. Lors de la Seconde Guerre mondiale, je pense que on a largement les histoires sur les personnes qui ont été recrutées. Il y a donc un point important qu'on doit garder à l'esprit. C'est qu'en traçant ces frontières artificielles, les barbares ont souvent séparé des peuples qui partageaient des affinités ethniques et culturelles ou encore ils ont regroupé des populations, et là aussi c'est très vicieux, hostiles entre eux, littéralement. Cela crée donc fatalement des divisions internes qui ont facilité le contrôle des territoires. Cette stratégie appelée diviser pour mieux régner, je pense que tout le monde connaît cette phrase-là, est encore très utilisée aujourd'hui. Et pour beaucoup d'entre nous, un Béninois et un Togolais sont différents. Essayez un peu de dire à un jeune Ivoirien d'aujourd'hui qu'il n'est pas différent d'un Guinéen. Vous allez voir sa réaction. Cette stratégie empêche l'unité des populations. Vous réalisez avec le bref tour historique qu'on a fait et les explications que je viens de donner que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire au nord du Mali, n'est-ce pas? Exactement ça. Et ils l'ont toujours fait, ça ne date pas de maintenant. Ils ont besoin de ce territoire parce que ça leur est utile militairement. Ils ont été chassés. Ils veulent le territoire là parce qu'à partir de là, ils pourront contrôler énormément de choses. Et aussi, la perspective d'avoir le contrôle du plus gros potentiel gisement de pétrole de l'Afrique, je pense que ça en fait saliver beaucoup. Le nord du Mali, c'est le point d'observation le plus élevé du monde à partir duquel tu contrôles les 5 continents. Tu vois exactement ce qui se passe sur les 5 continents à partir de ce point précis. C'est pourquoi aucun gouvernement n'a voulu céder Tessalit ou Kidal à l'international. Si c'est arrivé, on en connaît les conséquences. C'est à partir de ce point-là que le terrorisme mondial est distribué en Afrique et dans le reste du monde, parce qu'ils ont la possibilité de voir et de contrôler tous les mouvements à partir de cet instant. Si l'Afrique a principalement conservé les frontières héritées de la colonisation, c'est parce que ça arrangeait l'Occident, vu que ça permettait la néocolonisation. Après les indépendances, l'Organisation de l'Unité africaine, en abrégé OUA, fondée en 1963, voulait de base retracer l'intégralité des frontières, repartir sur les frontières classiques de l'époque impériale.
Mais après une série de pressions, de menaces et d'assassinats, surtout après avoir mis à la tête de cette organisation des valets soumis comme il faut, soumis à souhait, l'Organisation de l'Unité africaine s'est laissée faire et a opté pour le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Cette phrase que je déteste à un point, vous n'imaginez même pas. L'idée principale était d'éviter de rompre les accords coloniaux dans la création donc de nouveaux territoires. Mais aujourd'hui, on vous parle de la nécessité de rendre l'indépendance à une région pourrie par le terrorisme organisé par des sauvages qui prétendent être venus régler la situation. Comme si depuis le début de leur histoire avec nous, ils ont déjà pu régler quoi que ce soit. Citez-moi une seule chose que l'Occident a fait de positif en Afrique. Une seule. Ce qui m'agace même dans cette affaire, c'est de voir l'engouement de certains Africains. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mobilisation quand il s'agit de diviser les pays? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas passer autant de messages d'encouragement? Par exemple, sur le fait que l'intégralité des pays qui composent l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale forment un seul pays. Imaginez si toute l'Afrique de l'Ouest forme un seul pays, si toute l'Afrique centrale forme un seul pays. Pourquoi c'est seulement quand il faut diviser que les soi-disant grands historiens interviennent? Ils sont où quand il faut régler les vrais problèmes? Quand c'est pour diviser, les gens sont toujours très engagés. Et maintenant, c'est à nous de comprendre les enjeux. On doit pouvoir saisir ce qui se passe si on veut survivre. La guerre arrive à grands pas. Quand tous leurs ruses vont échouer, ils viendront avec les armes pour nous expliquer qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire preuve d'une cruauté infinie. Ils viendront avec les armes. Ce sont des barbares, ce sont des sauvages. Ils ne connaissent que ça dans leur histoire. On ne discute pas de morale avec des gens qui n'en ont pas. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette tentative de subdivision du Mali. J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.